Bonjour amateurs de savoir inutile, aujourd'hui on s'attaque à des problèmes bien costauds. Quand je dis aux gens que je veux devenir chercheur en mathématiques, ils me répondent tous la même chose. Chercheur en maths? Mais il n'y a plus rien à chercher en maths, tout a été découvert. Loin de là. À l'école, en mathématiques, on enseigne plusieurs règles, plusieurs théorèmes qui sont connus depuis très longtemps. Et à aucun moment, on ne montre aux élèves plusieurs problèmes sur lesquels les mathématiciens bûchent et n'ont pour l'instant pas trouvé de réponse. C'est donc normal que dans l'esprit collectif, les mathématiciens ont tout découvert et qu'il ne reste plus rien à découvrir. Et pourtant, je vais vous présenter aujourd'hui 5 problèmes qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'ont trouvé aucune réponse. Personne sur cette planète ne peut donner de réponse pour l'instant aux problèmes que je vais vous poser. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun ordre d'importance ou de difficulté dans les problèmes que je vais vous présenter. De même, je vous en présente seulement 5 alors qu'il y en a beaucoup plus. J'ai choisi cela simplement parce qu'ils sont simples à comprendre. Je me vois mal vous expliquer pendant 3/4 d'heure ce que c'est la fonction zeta de Riemann pour simplement vous dire qu'au bout d'un moment on bûche dessus. Surtout que d'autres le font déjà très bien. Alors commençons tout de suite avec le problème numéro 1, la conjecture de Syracuse. Le problème commence très simplement. Choisissez un entier positif différent de 0, par exemple 5. Et on va comme ça construire toute une suite qui démarre de ce 5. Et on va construire cette suite comme ça. On regarde le nombre. Si le nombre est pair, on le divise par 2. S'il est impair, on le multiplie par 3, puis on ajoute 1. 5 est impair, donc on fait 5 fois 3 plus 1, ça fait 16. 16 est pair, donc on le divise par 2, ça fait 8. 8 est pair, on le divise par 2, ça fait 4. 4 est pair, on le divise par 2, ça fait 2. 2 est pair, on le divise par 2, ça fait 1. 1 est impair, on fait 1 fois 3 plus 1, ça fait 4. Et là, vous voyez qu'on tourne dans une boucle 4 de 1, 4 de 1, 4 de 1. Donc on peut dire que en démarrant de 5, au bout d'un moment, on arrive sur 1 et puis on tombe dans une boucle 4 de 1. Maintenant, on va prendre un autre nombre, par exemple 7. 7 est impair, on fait 7 fois 3 plus 1, ça fait 22. Ensuite, 22 divisé par 2, ça fait 11. Et on continue comme ça, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Donc avec 7 aussi, au bout d'un moment, on tombe sur 1. La question est la suivante. Est-ce que pour n'importe quel entier différent de 0, aussi grand soit-il que ce soit 22 ou 7 628 439, au bout d'un moment, on tombera sur 4 de 1, 4 de 1, 4 de 1. Alors, on a fait tourner des ordinateurs qui ont calculé comme ça tous les entiers jusqu'à plusieurs 10 millions de milliards, et à chaque fois, au bout d'un moment, on tombait sur 4 de 1, 4 de 1, 4 de 1. Mais on n'a jamais réussi à le démontrer. Un peu comme dans ma vidéo divination, où je vous avais démontré avec A et B que peu importe les nombres qu'on choisissait, on tombait sur un multiple de 9. Là, il faudrait le démontrer pour n'importe quel entier n. Eh bien, aussi simple que le problème puisse paraître, il est toujours debout aujourd'hui. Personne n'a pu démontrer que, au bout d'un moment, pour n'importe quel nombre, en suivant ce processus très simple, on tombait toujours sur 4 de 1, 4 de 1, 4 de 1. Problème numéro 2, la brique parfaite. Un problème qui, s'il est résolu, peut changer toute la face des mathématiques et de la maçonnerie. Le problème est, existe-t-il une brique parfaite? Oui. Bon, alors d'abord, qu'est-ce que c'est une brique parfaite? Eh bien, tous les côtés d'une brique parfaite ont pour mesure un nombre entier. Bon, dans ce cas-là, c'est pas très compliqué de faire une brique parfaite. On prend un cube de côté 1, tous les côtés sont des nombres entiers, 1, donc c'est une brique parfaite. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi que chaque diagonale soit des entiers. Or, dans le cube de côté 1, notre cher ami Pythagore nous dit que les diagonales
ont pour valeur racine de 2. Et racine de 2, c'est environ 1,41. C'est pas du tout un nombre entier. Bon, dans ce cas-là, on peut bricoler pour que les diagonales soient aussi des entiers. Pour la première face, on peut prendre 3 en largeur et 4 en longueur. Pythagore nous dit que sa diagonale vaut 5. Pour l'autre face, elle a un côté qui vaut déjà 3. Bon, on prend de nouveau 4 en longueur et l'autre diagonale vaut donc aussi 5. Le problème, c'est pour la face du dessus. La face du dessus est à carré de côté 4. Donc, sa diagonale vaut racine de 32. Et racine de 32, ça fait environ 5,65. Ça marche pas. Bon, comme ça a déjà l'air bien compliqué, mais à cela se rajoute une dernière condition. La diagonale intérieure de la brique doit aussi être un nombre entier. On pourrait se dire que des simples calculs comme ça, à notre époque, on arrive facilement à en faire. Et pourtant, on n'a toujours pas trouvé de brique parfaite. Beaucoup de gens disent donc qu'elle n'existe pas. Mais on n'a pas réussi non plus à démontrer que c'était pas possible de trouver 3 mesures qui satisfassent toutes les conditions. Posé sur une autre forme, le problème de la brique parfaite revient à trouver 2 entiers A, B et C différents de 0, tels que racine de A au carré plus B au carré soit un entier, racine de B au carré plus C au carré soit un entier, racine de C au carré plus A au carré soit un entier, et racine de A au carré plus B au carré plus C au carré soit également un entier. À l'heure où je tourne cette vidéo, personne n'a pu trouver de valeur qui satisfasse ces conditions, personne n'a pu donner de démonstration qui dit qu'il est impossible de trouver ces valeurs, tout comme personne n'a pu donner de démonstration qui disent que ces valeurs existent bien. Troisième problème, la répartition des nombres premiers. Alors d'abord, il faut expliquer ce que c'est un nombre premier. Un nombre premier, c'est un entier positif différent de 0 qui n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Par exemple, 5, c'est un nombre premier, parce qu'on peut le diviser que par 1 ou par lui-même, tout comme 2. En revanche, 9, c'est pas un nombre premier, parce qu'on peut le diviser par 3. 8, c'est pas un nombre premier, parce qu'on peut le diviser par lui-même et par 1, mais on peut aussi le diviser par 2 et par 4. 11, c'est un nombre premier, tout comme 13. À cela, je rajoute une petite note. 1 n'est pas un nombre premier. Alors comme ça, on se demande pourquoi, puisque un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Or, 1 est bien divisible par 1 ou par lui-même. Alors, je ne vais pas me lancer dans des explications plus compliquées. J'ai mis 2 des raisons pour lesquelles 1 n'est pas considéré comme un nombre premier, bien qu'il ne s'agit absolument pas d'une démonstration. D'ailleurs, on ne peut pas le démontrer, c'est une définition. Mais si vous tapez liste des nombres premiers dans Google, vous verrez que le 1 n'y figure pas. On commence à 2. C'est un comble quand même, le 1 n'est pas premier. Jean le gars, humoriste. Blague à part, les nombres premiers ont toujours été synonymes de mots de tête pour les mathématiciens. On les connaît depuis l'Antiquité et pourtant on ne les a pas encore réellement compris, même à l'heure d'aujourd'hui. Et l'un des mystères les plus simples sur ces nombres premiers est leur répartition. Prenez la liste de tous les entiers positifs et regardez quand est-ce qu'apparaissent les nombres premiers. Eh bien pour l'instant, on n'a jamais réussi à trouver une logique. On n'a jamais réussi à dire à quel moment un nombre sera premier et à quel moment il ne le sera pas. On dirait qu'ils sont répartis aléatoirement. Aléatoirement, pas totalement, puisqu'une figure du nom de la spirale du lame semble montrer qu'il y aurait une logique dans leur répartition. On a assemblé tous les entiers sous forme d'une petite coquille d'escargot et à chaque nombre premier, on a colorié la case et voilà ce qu'on a obtenu. Ici, on peut voir clairement que les nombres premiers n'apparaissent pas complètement aléatoirement, parce que si c'était réellement aléatoire, ça ressemblerait plus à ça. Pourtant, regardez bien, il y a bien des nombres premiers qui apparaissent en dehors des lignes principales, et cela on n'est pas capable de dire pourquoi ils sont là. Beaucoup de mathématiciens ont étudié la piste de la spirale du lame
pour voir si elle donnait la clé sur la répartition des nombres premiers, mais ça s'est avéré un vrai cul-de-sac. La spirale du lame, c'est juste une façon pour les nombres premiers de nous narguer. Problème numéro 4, le produit de deux nombres premiers. Quand on voit ça, on peut se dire que les nombres premiers, c'est juste une façon qu'ont trouvé les mathématiciens de s'amuser. C'est juste un petit problème qui s'amuse à résoudre, mais qui n'a pas réellement d'application. Eh bien, sur les nombres premiers, détrompez-vous. Ils sont clairement au cœur de notre monde actuel. Un théorème, donc, qui a été démontré, dit que tout nombre qui n'est pas premier peut être écrit sous la forme d'un produit de nombres premiers. Et que cette écriture est unique. Il n'existe pas d'autres nombres premiers qui, une fois multipliés, donnent ce même nombre. Même si on a pu le démontrer, on n'a pas pu donner de formule qui, si on donne le nombre, nous ressorte les nombres premiers. Tout ce qu'on a pu faire, c'est des programmes qui essayent petit à petit toutes les combinaisons et qui, au bout d'un moment, trouvent la bonne. Alors pour les petits nombres, ça va. Mais quand on arrive à des nombres très 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 grands, même les supercalculateurs ont du mal. Et ça, on l'a utilisé pour sécuriser nos données informatiques. Quand vous faites une transaction bancaire sur Internet, quand vous payez quelque chose en ligne, vous envoyez des données cryptées, c'est-à-dire que vous n'envoyez pas votre code de carte bleue visible tel quel. Ils sont d'abord cryptés et codés, transférés et ensuite décodés. Eh bien, pour les coder et les décoder, on utilise les nombres premiers. Il y a ce qu'on appelle une clé, c'est un très très grand nombre qui lui n'est pas premier, mais qui est le produit de deux autres très très grands nombres premiers. Pour le coder, on utilise la grande clé, mais pour le décoder, on a besoin des deux nombres premiers. Et les deux nombres premiers sont connus uniquement de la personne qui a généré la grande clé. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut lire les informations, si quelqu'un veut les décoder, il faut qu'il connaisse les deux nombres premiers. Or ça, un ordinateur actuellement n'est pas assez puissant pour le calculer, du moins pour des très 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 grands nombres. En clair, résoudre le problème de la décomposition en nombres premiers, trouver une formule avec un simple calcul qui à tout nombre nous donne sa décomposition en nombres premiers ferait de vous le maître incontesté de tous les réseaux informatiques. Si jamais ce problème était résolu, plus aucune donnée informatique dans le monde ne serait sécurisée. On arrive au problème numéro 5, la conjecture de Goldbach. Alors, quand vous entendez le mot conjecture, généralement, ça veut dire que c'est un problème qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. La conjecture de Goldbach concerne également les nombres premiers et elle dit ceci. Tout nombre pair supérieur ou égal à 4 peut être écrit sous la forme de la somme de deux nombres premiers. Par exemple, 4 c'est 2 plus 2, 6 c'est 3 plus 3, 8 c'est 5 plus 3, 10 c'est 5 plus 5, mais c'est aussi 7 plus 3, puisque l'écriture n'est pas forcément unique. Il peut y avoir plusieurs façons d'additionner deux nombres premiers pour obtenir le nombre. Alors encore une fois, on a fait tourner un ordinateur qui a calculé tous les nombres pairs à plusieurs dizaines de milliers de milliards, et à chaque fois, on a pu trouver au moins un couple de nombres premiers tels que, s'ils sont additionnés, on trouve ce nombre pair. Mais on n'a pas réussi à donner de démonstration par A plus B que c'est vrai pour tous les nombres pairs. Voilà 5 problèmes d'apparence très simples et qui pourtant cassent la tête à beaucoup de gens, même encore aujourd'hui. Rien ne vous empêche d'y réfléchir vous, qui sait, ce sera peut-être vous qui trouverez la solution. Sachez qu'il existe beaucoup d'autres problèmes mathématiques. Pour certains, on offre même des prix pouvant aller jusqu'à 1 million de $ à qui pourra donner la solution. Alors calmez vos ardeurs, si vous voulez faire fortune dans les mathématiques, c'est tout sauf le bon plan. Tous ces problèmes nécessiteraient toute une vie d'investissement personnel, sans avoir le gage de trouver au final la solution. 1 million de $ comparé à ça, c'est bien bas. Surtout que pour la plupart des mathématiciens qui essaient de résoudre ces problèmes, la récompense est tout sauf la motivation première.
Les 7 problèmes en mathématiques les plus connus, entre guillemets, sont les 7 problèmes du millénaire à qui on offre 1 million de dollars pour chaque problème résolu. Sur ces 7 problèmes, un seul a été résolu et le gagnant a refusé le million de dollars. Alors vous aussi, repensez bien à tous les problèmes que je vous ai présentés, essayez d'y réfléchir, parlez-en, mais surtout n'hésitez pas à briller en société. À plus!